j'imagine que peut-être certains se caleront dans le voyage au fur et à mesure. Public toujours assez varié, je trouve ça plutôt sympathique puisqu'il y a des anciens étudiants, il y a des gens qui sont des amis ou des amis d'amis, etc. Donc c'est toujours marrant. Il y a même des fidèles d'une classe de CM2 qui nous suit depuis 3 fois. Voilà, donc je reconnais des prénoms. Voilà. Donc c'est plutôt très varié et c'est peut-être l'intérêt de ce que j'ai essayé de proposer. Donc on est sur le numéro 3 après la Chine et puis Oman. Donc moi je vous proposais le Laos. Alors à la fois parce que c'est un voyage relativement récent et aussi parce que c'est peut-être un des voyages les plus beaux, enfin vraiment, à plein de niveaux, hein, à la fois les paysages, mais aussi les enseignements, les rencontres, voilà, que j'ai pu faire. Je place un peu dans mes top 5 avec des voyages comme la Malaisie il y a très très longtemps, mais aussi le Yémen, etc. Et pour moi, le Laos, ça a été un grand moment. Je vous le propose aussi parce que, et vous voyez mon sous-titre, alors c'est peut-être un peu techno pour les enfants qui nous suivent, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est presque parfois un peu, je ne sais pas si le mot pervers est adapté, mais enfin, c'est peut-être une espèce de recherche que j'ai effrénée qui est de continuer. Alors peut-être ça sera moins possible maintenant, et puis j'aurai de plus en plus de, de, de difficultés à me dire que je continue à prendre l'avion et à détruire en même temps une partie de la résilience de la planète. Mais ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup d'aller voir dans d'autres pays, mais c'est vrai dans d'autres régions en France ou dans la nôtre d'ailleurs, des écosystèmes, des systèmes que j'appelle globaux. Vous voyez, j'ai mis un petit astérix tout en bas, j'ai mis économiques, sociétaux, environnementaux et donc culturels. C'est-à-dire comment une société arrive à s'installer dans un contexte local avec des conditions d'environnement et à créer à partir de ces conditions d'environnement un système équilibré d'alimentation, de fonctionnement, d'échange et qui crée une culture locale. Et évidemment, dans mes voyages, c'est ce que j'essaye beaucoup de faire. Malheureusement, je trouve que la grande banalisation de la mondialisation, dont on voit bien encore une fois la fragilité aujourd'hui, fait que ces espaces-là sont de plus en plus rares. Et au Laos, j'ai observé ça et en même temps, j'en ai observé son effondrement en cours. Et donc, c'est à la fois fascinant et en même temps, on se pose la question, mais comment réinventer les choses? C'est un peu l'enseignement général du Laos. Alors, il faut que voilà. Donc le Laos, vous situez hein, pour beaucoup et peut-être pas d'ailleurs. Voilà. On est en Asie du Sud-Est, donc on n'est pas en Chine. Hein, on est vraiment l'Asie du Sud-Est, donc c'est au sud de la Chine. Des pays que vous connaissez comme le Vietnam, euh, qui est évidemment un pays voilà qui a explosé en matière de développement récemment, mais comme beaucoup de pays du Sud-Est, la Malaisie, Singapour au sud, la Birmanie, le Cambodge, la Thaïlande, etc. Et donc le Laos a cette particularité de ne pas avoir de ne pas avoir de frontières maritimes, et peut-être que c'est entre autres une des explications du fait que c'est peut-être un pays qui a moins été emporté dans la dynamique des dragons de l'Asie du Sud-Est en matière économique. Et même s'il y a un développement important, on est à un niveau moins lourd. Vous avez vu peut-être tout à l'heure sur la première page du carnet où je fais toujours ma petite carte, on est sur un pays de 235 000 km², c'est moins que la moitié de la France, avec un peu moins de 7 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est sur 25 habitants au kilomètre carré, c'est 4 fois moins qu'en France, pour donner un ordre de grandeur. Et évidemment, une grande partie de cette population est plutôt au bord du Mékong, autour de la capitale, Vientiane, et sur la partie sud. Et moi, mon voyage, je l'ai plutôt orienté sur la partie nord, vers les montagnes, où on est déjà un petit peu passé, quand on a parlé de la Chine il y a la semaine dernière, puisqu'on retrouve cette richesse de minorités ethniques extrêmement incroyable et très importante.
Et là, on va aller se balader dans des villages de minorités, avec évidemment tout ce que veut dire cette idée de minorité, parce que le mot est un peu réducteur, mais en fait, c'est des minorités d'une très grande richesse culturelle. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'observer, de tenter de comprendre, comme on peut l'être quand on est touriste quand même, les systèmes, encore une fois, culturels fondés sur des logiques sociétales qui se mettent en place dans ces espaces-là. Je l'ai dit lors de mon dernier voyage, je commence toujours un petit bout de croquis, même vraiment griffonné comme ça dans la salle d'attente de Roissy, voilà, considérant que le carnet de voyage fait partie du voyage, mais que c'est un exercice en soi et que je dois m'y plier et me donner une sorte de règle de fonctionnement pendant les voyages. Et donc, pour me donner cette règle, il faut que je la commence tout de suite. Et je disais la semaine dernière que il m'est arrivé de faire du voyage un peu en mode feignant et de pas commencer comme il fallait. Et puis du coup, après, c'est bricolé. Voilà. Là, vous allez voir, il y a quand même pas mal de dessins, mais simplement parce que je m'y suis mis dès le départ. Donc, il n'y a pas de vol direct pour aller à Paris-Vientiane, la capitale du Laos. On est obligé de passer par le Vietnam. En l'occurrence, ici, le plus simple, c'était Hanoï. Donc, il y a Air France a des accords avec la Vietnam Airlines. Donc, on était d'ailleurs dans un avion tout neuf, un 350, là, pour faire Paris-Hanoï. Et puis après, Hanoï-Vientiane, c'est un saut de puce de 3/4 d'heure qui permet. Je suis resté très peu, je suis resté 2 ou 3 heures à Hanoï, pas plus, à l'aéroport, et directement à arriver à Vientiane. Donc Vientiane, c'est étonnant, c'est une petite capitale de pays. Moi, même si j'étais peut-être jeune quand j'ai connu ça dans les années 70, on va dire comme ça. Moi, je suis né en 60, mais je pense que c'est l'ambiance d'une sous-préfecture française dans les années 60. C'est un lieu très calme, très posé. Alors évidemment, premier jour, j'adore. Vraiment, j'arrive en Asie du Sud-Est, le climat est différent, c'est au mois de décembre, hein, donc vous imaginez le changement de climat, période sèche, donc pas hyper chaude, mais enfin quand même, une trentaine, 30, 35 degrés dans la journée, pas de mousson, hein, on est plutôt dans du temps, du très beau temps, et donc on a cette ambiance. Là, je suis en plein cœur du centre de Vientiane, dans un petit resto installé comme ça sous des abris en bois au milieu d'un jardin. Et donc, je prends contact avec ce pays et avec sa spécificité, qui est cette espèce de mélange de, de modernité qui arrive, on le verra à la fin, et qu'est-ce que ça veut dire aussi, mais aussi de fonctionnement assez traditionnel, et puis parfois de bricolage. Je suis toujours fasciné, on voit ça dans plein de pays. Voilà, il y a une façon de gérer l'électricité je suis pas électricien, je n'ai aucune idée de la sûreté de ce genre de choses, mais je trouve ça assez étonnant. Voilà. Donc voilà, on est dans ce centre de Vientiane et donc à la fois on a ça et puis évidemment on a des voies plus importantes avec les inévitables 4x4 qui commencent à arriver, mais globalement on se balade dans une ville extrêmement tranquille et qui navigue, et on va le voir comme partout au Laos, entre ce pays bouddhiste traditionnel avec des temples. Ici, c'est un temple assez emblématique à Vientiane, qui est assez récent. Celui-ci date tout début du 19e, mais on a des temples qui peuvent être très, très, très anciens. On en verra ailleurs, à Luang Prabang en particulier, dans une autre ville tout à l'heure. Donc, avec cet endroit un peu à part, mais comme évidemment beaucoup de lieux de culte dans plein de religions, un peu à part, mais c'est un ensemble, c'est une petite cité, puisque il y a évidemment il y a une école bouddhiste pour des jeunes moines, il y a des lieux de vie, et puis il y a le temple au milieu de cette grande cour qui est un peu à part dans le paysage de la ville, et en l'occurrence une ville tranquille. Mais si on est dans des endroits qui sont plus animés, ces lieux sont évidemment des lieux très, très calmes et très tranquilles, donc avec des lieux propices
voilà, quand on est en vacances, c'est très bien de commencer par ça et pour se déconnecter de la précipitation qui était là avant le confinement, où on est dans la course permanente, et s'inscrire peut-être dans une autre temporalité. En tout cas, au Laos, tel que je l'ai vécu, à mon avis, dans beaucoup de, enfin, à mon avis, dans beaucoup d'autres pays d'Asie du Sud-Est, évidemment, cette sérénité n'est pas du même niveau qu'au Laos. Donc, voilà, moi j'ai passé pas mal de temps, voilà, aussi en profitant pour me plonger un peu dans le guide que j'avais avec moi, le Lonely Planet, parce que je fais quand même un peu de touriste de base. Je me promène quand même avec un guide au départ pour essayer de comprendre où il faut aller et quels sont les endroits à ne pas louper. Je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, on voyageait avec des guides beaucoup plus précaires et c'est sans doute une bonne chose, sauf que, toujours dans cette logique de précipitation, voyager sans guide, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça prend un peu plus de temps. Euh, voilà. Et puis, bon, un tourisme, j'ai remis cette photo parce que je la trouvais assez marrante. Un groupe de jeunes femmes. Alors, c'est pas moi qui le regardais, j'étais assis à côté je faisais un dessin et j'étais assis à côté de la personne qui prenait la photo. C'est pas pour moi qu'elle prenait cette pose, mais j'aime bien faire croire que c'était pour moi. Voilà. Et puis, à côté de ça, très présent dans ce pays, c'était la présence française, la présence Indochine, la présence voilà, de cette architecture coloniale. Évidemment, alors peut-être que c'est un peu facile de ma part, mais du coup, je pense que implicitement, même moi si je ne l'ai pas vécu directement, enfin, évidemment de par mon âge, mais aussi familialement, etc. Mais j'ai une certaine tendresse pour ces pays, une tendresse, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, je me dis on a un lien, qu'on le veuille ou non, on a un lien avec ces pays-là, qui heureusement ne sont plus des colonies, mais en tout cas, ce lien existe. Et on voit encore assez régulièrement des inscriptions en français. Alors j'ai quand même regardé un petit peu finalement, le français est extrêmement marginal. Je regardais sur Wikipédia qui vaut ce que ça vaut, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 3 à 4 000 personnes sur 7 millions qui parlent le français, qui sont plutôt des personnes âgées. Voilà. Mais c'est étonnant parce que cette présence reste encore pas mal. On voit ici Bibliothèque nationale, ce qui est assez marrant. Et puis ici, pas loin de l'ambassade des États-Unis. Alors c'est toujours, j'ai pas pris de photo d'ailleurs. Je crois que c'était pas autorisé, mais la petite ruelle où il y a l'ambassade des États-Unis qui est juste à côté est hyper militarisée, sécurisée, etc. Comme on imagine que ça peut être pour ce genre d'ambassade. Mais là, voilà, une stupa, elle, beaucoup plus ancienne, hein, sans doute au 9e ou 10e siècle, qui est au milieu de Vientiane et qui sert de rond-point. Voilà. En fait, on reviendra tout à l'heure sur Vientiane tout à fait à la fin quand je suis parti. En fait, je vous propose le voyage tel que je l'ai fait. J'aurais pu évidemment prendre un bus pour monter dans le nord du Vietnam, dans le nord du Laos. En l'occurrence, j'ai pris l'avion, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, Lao Airlines. J'avais pris mes billets d'avion via Internet à Nancy avant de partir, sans aucun problème. J'ai donc mis 3/4 d'heure de vol avec ce petit avion pour arriver à Udom Tsai, qui est donc une petite ville, on va dire, je sais pas moi, 4-5 000 habitants, au pied des montagnes, comme vous le voyez là, dans lequel on va aller, donc vers le nord. Et si j'y étais allé en bus, je pense qu'il aurait fallu quelque chose comme 15 ou 20 heures de bus pour faire les 300 ou 400 kilomètres. Les routes sont vraiment Patrick, il y a un retard en matière d'infrastructure important. Alors quand je dis retard, c'est par rapport à nos standards de développement et d'aménagement. Donc voilà, si vous voulez la carte telle qu'on l'a faite. Donc vous voyez Vientiane ou Dong Sai. Alors je dis 300, non, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être 500 kilomètres. Hein. Mais donc j'ai fait exactement ce parcours. Donc Vientiane, qui est donc la capitale, je suis allé à Udom Sai, qui est donc ici, en sachant que tout ça c'est la partie montagneuse avec donc la Birmanie, la Chine, le Vietnam, et donc on a toute une d'importantes communautés de minorités ethniques qui habitent dans ces montagnes, donc avec des systèmes évidemment
de fonctionnement et de vie qui sont un peu en retrait du développement de la capitale et de ce qui se passe le long du Mékong, qui elles-mêmes, évidemment, sont encore en retrait de ce qui se passe dans les pays voisins. Et puis donc, de Udomxai, vous allez le voir, j'ai repris un bus pour aller à Mongkwa. Et à Mongkwa, on se retrouve le long de cette rivière qui est ici, qui s'appelle la Nam U, qui est un affluent du Mékong, qui est ici. La Nam U, vous allez voir, qui est quasiment un fleuve, enfin, c'est une rivière extrêmement importante. Et encore, j'étais en période sèche, pas en période de mousson. Et puis de Mongkwa, je suis descendu en bateau, puisque c'est pas possible autrement. Il n'y a pas de route vers Muang Noi, Nong Kiao, qui est ici, et puis redescendre après sur Luang Prabang, qui est, dit-on, une des plus belles villes d'Asie du Sud-Est. En tout cas, c'est une ville à la fois magnifique, vous allez voir, extrêmement intéressante au niveau patrimonial et qui est aussi un spot touristique, hein, très très clairement en Asie du Sud-Est. Quand je dis spot touristique, c'est essentiellement un tourisme asiatique, Asie du Sud-Est, mais chinois aussi, très 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 important. Voilà. Et vous allez le voir pourquoi ça a du sens. Et puis je suis redescendu de Luang Prabang à Vientiane pour repartir ensuite. Donc c'est un voyage finalement très ciblé. Je pars pas très longtemps, c'est pendant les vacances de Noël, donc je pars une quinzaine de jours et je préfère faire peu et passer un peu de temps plutôt que vouloir faire beaucoup. Donc vous l'avez vu, c'est un tout petit aéroport, un tout petit aérodrome finalement, donc on récupère directement les valises quand elles sortent du, du, du de l'avion, on les récupère immédiatement. Et puis, je suis allé à la gare de bus, qui était à même pas 1 kilomètre de là, en portant mon sac à dos et en allant directement à cette gare de bus pour prendre un bus tout de suite pour monter sur Mongkwa, donc cette petite bourgade, ce petit bourg qui est positionné au bord de la Namou, de cette rivière, à partir duquel on se déplace en pirogue le long de voilà. Donc ici c'était assez sympa aussi pour moi parce que j'ai acheté mon billet de bus. Il y avait un bus qui partait. Tout ça, c'est réglé de façon magnifique. Je ne le savais pas au départ, mais une heure après être descendu de l'avion, j'étais finalement dans le bus qui partait sur Mongkwa. C'était le dernier bus de la journée vers 14 heures. Sinon, j'aurais dû attendre le jour d'après. Et en fait, dans cette gare de bus, il y avait deux occidentaux qui étaient là et on a commencé à parler en anglais et très très rapidement on s'est dit ça va être plus facile de parler en français puisque il s'agissait de deux jeunes Français qui voyageaient depuis 6 mois en Asie du Sud-Est, Caroline et Simon. Simon était gardien de refuge dans le massif de Beldon, le refuge des Sept Lots, et je suis allé les voir. Je suis allé le voir en rentrant l'été suivant. Et donc, il avait pris 6 mois. Et sa compagne, Caroline, était une jeune doctorante en géographie et on avait plein de choses à se dire. Il se trouve que je connaissais bien en plus son directeur de thèse qui est géographe, qui s'appelle Martin Vanier, je ne sais pas si vous dit quelque chose, qu'on entend de temps en temps sur les ondes et à la télé parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux des parcs naturels régionaux et puis sur les questions d'aménagement du territoire. Et donc, elle travaillait sur l'alimentation dans les villes et l'autonomie alimentaire des villes. Donc, on a eu plein de choses à se raconter, évidemment, vu mes intérêts pour ce genre de choses. À propos d'alimentation, comme moi j'avais pas mangé, j'ai acheté le McDo local à la gare de bus et donc je vous le montre, c'était juste super. C'était très très beau, voilà. Donc vous voyez, c'est un morceau de bambou qui est, alors vous voyez, je l'ai ouvert et en fait à l'intérieur on a du riz gluant avec tout un tas d'épices et même un peu de sucre. C'était à la fois salé et sucré. C'était absolument délicieux. Et en plus, je pense très bon pour la santé. Voilà. Et en plus, il n'y a pas un morceau de plastique. Enfin, on se dit que c'est quand même incroyable de trouver ça dans une gare de bus. Voilà. J'espère que ça durera. J'en suis pas convaincu et j'ai bien peur que la grande malbouffe habituelle voilà, au fur et à mesure, puisqu'il y a des énormes projets portés par les Chinois à Udomxai dans le cadre des nouvelles routes de la soie et d'un TGV qui devrait se faire entre le sud de la Chine et Singapour et qui passerait entre autres à Udomxai et à Vientiane. Voilà, de la logique de développement toujours.
Donc on arrive à Mongkwa, donc c'est pas très loin, c'est 4 heures de, vous l'avez vu, alors là pour le coup il y a une centaine de kilomètres, pas plus, mais c'est 3-4 heures de bus au moins. Et c'est un tout petit bourg, hein, donc au bout de la route. Et ce petit bourg, on y arrive avec Caroline et Simon, on décide de chercher un endroit ensemble pour, pour s'héberger. Donc on est dans ce petit restaurant-hôtel tenu par une famille qui donne, vous allez le voir, sur la rivière. Alors, juste pour info, quand même, on discute. Caroline et Simon voyagent depuis 6 mois. Ils sont voilà, gardiens de refuge, étudiantes voilà, en fin de parcours. Donc, ils font attention à ce qu'ils dépensent. Et donc, on va dans un endroit où on négocie les chambres. Je vais vous donner les prix. Pour vous montrer, à un moment donné, il y a des moments où on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. On négocie, on nous propose des chambres entre 30 000 et 40 000 kip, qui est donc la monnaie locale, et on se retrouve à négocier à 5 000 kip près. Et finalement, on a donc des chambres, alors c'est très précaire, hein, c'est des parois en bois, un lit, mais finalement très très bien. Enfin, vraiment, c'est des endroits où on est très bien. 30 000 kips, c'est à peu près 40 centimes d'euros. Voilà. Donc on négocie à 5 centimes d'euros près et quand même, alors évidemment 40 000 kips ou 35 000 kips, ça paraît comme ça très très abstrait. Il y a un moment donné, je me pose moi-même la question en disant, mais Marc, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est la réalité des prix dans un lieu comme celui-là, ce qui n'est pas les prix à Luang Prabang, mais en tout cas dans des lieux comme ça. Donc on est sur un bourg qui est en fait un bourg centre de marché par rapport à toute une nébuleuse de villages, donc des ethnies qui sont à proximité. Les deux ethnies, les minorités ethniques qui sont là, c'est les Kamu et puis les Hakka, donc essentiellement, mais il y en a d'autres. Et en fait, ce lieu est un lieu encore une fois, un peu centre, un peu bourg-centre, comme on dirait chez nous, de cette nébuleuse de villages. Et donc, c'est un lieu de marché. Évidemment, c'est le lieu du port et du lien avec le reste du territoire du Laos. Et donc, on a ces espaces-là. Et surtout, on a l'embarcadère sur la Nam U, donc avec là aussi toutes ces pirogues. Et puis, comme on est au bout de la route, bah, il y a les camionnettes qui sont là, qui alimentent, qui viennent chercher des, 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 des des éléments enfin des victuailles, des matériaux, ou de tout ce que les pirogues à un moment donné peuvent transporter. Donc on est dans ce lieu étonnant du bout de la route. Et donc voilà les pirogues. Donc on essaye évidemment très vite de savoir comment on va les prendre, comment on réserve les tickets, comment ça se passe. Donc tout ça évidemment est très, très, très facile, très simple. Et donc on partira tout à l'heure sur cet espace-là. Donc, je vais peut-être revenir un peu en arrière sur une carte pour dire ce qui se passe sur ces rivières. D'abord, on est sur un affluent du Mékong, hein, je l'ai dit. Alors, là, c'est strictement le Mékong. On va le voir tout à l'heure sur une autre carte, mais la Nam U, c'est une autre, c'est un affluent. Et on voit ici, alors le Mékong prend sa source dans le Tibet chinois. Si certains d'entre vous ont lu le dernier bouquin de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, que je vous recommande, qui est un texte magnifique de Tesson, ils vont à un moment donné jusqu'aux sources du Mékong dans ce Tibet chinois pour aller essayer d'observer les dernières panthères. Et donc on est là, et le Mékong évidemment se jette dans le delta du Mékong au sud de Ho Chi Minh Ville, de Saigon, et en sachant que on est dans un des poumons économiques énormes du Vietnam, et on traverse le Cambodge, on est frontalier entre la Thaïlande et le Laos, et puis on arrive en Chine. Et vous comprenez bien les enjeux géopolitiques qui peuvent exister entre la Chine et puis tous ces pays d'Asie du Sud-Est, dont certains sont sino-compatibles, comme le Laos, hein, voilà, République démocratique populaire, vous entendez bien ce que ça veut dire au niveau régime politique communiste un peu autocrate, hein, carrément. Et puis le Vietnam, qui évidemment, lui, est dans des logiques de fonctionnement différents,
peut-être pas très démocratique, mais enfin en tout cas, les relations avec la Chine ne sont pas extrêmement simples. Et donc on voit bien comment maîtriser l'eau et en particulier ce qui va se passer au sud sur le delta est extrêmement important pour les Chinois, qui, eux, de leur côté, ont des besoins en énergie absolument pharaoniques. Et donc, tous les aménagements, les barrages, alors je crois que j'ai une photo après, voilà, tous les barrages que les Chinois ont déjà fait sur leur propre partie du Mékong, évidemment, alimentent les besoins en énergie du sud de la Chine. Mais on voit bien comment aussi l'ensemble des barrages qu'ils financent ou qu'ils construisent avec on va dire un accord sous protectorat fort hein, de la Chine et des moyens qu'ils peuvent donner aux pays partenaires, leur permet également de produire de l'énergie dont une très grande partie est réexportée sur la Chine. Et évidemment, une autre partie sert au développement de ces territoires-là. Donc, on a, et on va le voir tout à l'heure, les impacts que ça peut avoir, un système d'aménagement du fleuve qui est absolument incroyable, en sachant que c'est un des grands fleuves du monde qui est là et que donc évidemment c'est une source d'énergie remarquable. Donc on prend cette pirogue. Alors, vous le voyez ici, voilà, Caroline et Simon sont là à droite, mais il y a évidemment d'autres personnes qui voyagent. On est quand même un certain nombre de touristes, pas tant que ça. Évidemment, on se retrouve tous plus ou moins sur la même pirogue pour descendre la rivière. Il y avait une famille tout à fait sympathique avec deux jeunes enfants qui voyageaient pendant un an. Ils faisaient un blog d'ailleurs et ils étaient partis avec leurs deux enfants qui devaient avoir l'équivalent des CM2, là, à peu près 10-11 ans dans ces eaux-là. Et donc, ils faisaient eux-mêmes l'école. Les parents, ils s'étaient arrangés. Je crois qu'ils envoyaient des choses aussi régulièrement. Et donc, ils voyageaient pendant un an. Et c'était vraiment une découverte absolument incroyable pour cette famille et ses enfants, évidemment, de passer une année dans une école itinérante comme celle-là. Et puis, voilà, d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, qu'on a pu rencontrer, avec qui on a finalement, pour certains, été marcher ensemble. Après, je vous raconterai ça tout à l'heure. Donc, on descend. Donc, je suis évidemment aussi dans la pirogue. Et donc, cette pirogue va descendre la Nam Ou depuis Muangqua jusque Muang Noi, donc qui est une étape, un lieu, un village qui est devenu très honnêtement une étape routarde, comme on peut en avoir en Asie, ou comme on pouvait en avoir. J'ai eu la chance de voyager en Asie dès la fin des années 80, début des années 90, et l'Asie du Sud-Est était un lieu fabuleux pour les routards parce qu'il y avait une façon de voyager un peu sac à dos qui était répandue. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai et là on retrouve ça. Vous allez le voir. Donc on arrive à Muang Noi, après avoir descendu la Nam Ou pendant 4-5 heures, on la descend et dans le sens du courant. Donc ça va assez vite et c'est assez tranquille. Je reviendrai évidemment sur ce qu'on voit, mais plutôt après entre Muang Noi et Muang Kao, qui est la ville d'après. Donc on arrive sur cet embarcadère. Et puis, je vous l'ai dit, vous allez voir tout à l'heure une ou deux autres photos. C'est un lieu qui est à la fois un village ancien hein, avec un temple et puis un petit village au bord de la rivière. Et en même temps, c'est devenu un lieu d'un tourisme mesuré. Vraiment, on est vraiment dans les gens qui voyagent avec un sac à dos et en famille ou seul, hein, c'est pas la question. Donc on est dans des lieux juste exceptionnels où on a juste envie de passer sa vie. Au départ, dans mon petit programme, j'avais prévu d'y passer 2 nuits et j'ai pas pu faire autrement que décaler un peu les choses et d'y passer 4 nuits. Pas tellement c'était un endroit agréable. Donc là, c'était la petite salle où on prenait le petit déjeuner, les repas le soir, etc., qui donnait sur ce paysage qui est là, avec cette vue sur la Nam Ou, et puis toute cette activité autour de la rivière, parce que vous comprenez bien que le fondamental de la vie et du fonctionnement de ce territoire, c'est le fleuve, c'est l'eau et tout ce qui peut se passer dessus. Je vais peut-être jeter juste un petit coup d'œil au premier plan sur la partie gauche de la photo. Vous voyez, je vais en reparler tout à l'heure, mais tous ces systèmes de protection et puis de culture-là est évidemment quelque chose
dont j'ai pigé que c'était important après. Peut-être juste dire aussi comment je suis au bout en revenant après, comment je fais le lien entre des choses que je vois. Je pense que là aussi, c'est peut-être simplement parce que je suis vieux et que j'ai pas mal voyagé. C'est peut-être aussi parce que je suis prof d'urbain et j'enseigne un peu le paysage aussi à l'école d'architecture et que donc mon métier, c'est le territoire, mon métier, c'est l'aménagement du territoire. Et donc, un voyage, c'est une récolte d'indices. Je fais du Sherlock Holmes territorial, c'est-à-dire je récolte des indices, le dessin, l'observation, la discussion, là en l'occurrence aussi avec Caroline, éventuellement avec des autochtones, des gens qu'on rencontre et des pêcheurs avec qui on peut discuter, etc. Et puis après, on recolle les morceaux et puis en rentrant, on peut aussi faire un peu de recherche Internet et donc commencer à comprendre un certain nombre de choses. Donc évidemment, toujours cet exercice du dessin, là aussi, qui est un exercice d'un très très grand plaisir. Je l'ai déjà dit aussi dans les deux autres voyages, c'est pour moi presque un prétexte de voyage que de faire un carnet. C'est un grand plaisir. Et maintenant, je commence à comprendre aussi pourquoi. Euh, euh, vous voyez, je ne suis pas convaincu que les voyages qu'on a pu faire dans les années 80, 90, 2000, 2010 et peut-être même jusqu'en 2020 soient reproductibles dans les années ou les dizaines d'années qui viennent. De toute façon, le monde a basculé bien avant la pandémie. Et du coup, garder des traces, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en plus, on peut partager ce qui est plutôt pas mal et puis transmettre. Je me disais toujours que mon rêve était peut-être de pouvoir un jour tomber sur une vieille malle dans un grenier dans lequel je retrouverai les carnets de voyage qui ont été faits à la fin du 19e ou au début du 20e. Donc, je me dis que je travaille peut-être pour les générations qui suivent, qui diront, regarde comment c'était à cette époque-là. Juste dans le village où on était, et ça va être vrai partout, alors j'en ai pas mis beaucoup, mais juste quand même se dire que, et c'est assez étonnant, on reviendra à la fin aussi là-dessus, se rappeler que le Laos est le pays du monde qui a reçu le plus de bombes américaines au kilomètre carré de toute l'histoire des guerres. Se dire que on a encore entre 2000 et 3000 enfants qui sautent sur des bombes aujourd'hui et qui, évidemment, subissent des séquelles absolument terribles. Et on le verra à la fin aussi, Obama et les États-Unis financent et ont financé et continuent à financer, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, la façon dont on pouvait soigner ces enfants et leur fournir des prothèses, etc. Mais il faut savoir que c'est encore des choses qui sont très présentes, en particulier dans le sud du Vietnam, qui était pas loin de Ho Chi Minh, enfin Saigon de l'époque, Ho Chi Minh Ville, et donc ça a été des endroits qui ont été bombardés de façon absolument terrible, et tout ça fait encore partie de cette histoire-là, et les sols sont encore très très impactés. Donc de temps en temps, on a ce genre de choses ici dans un jardin, mais ça parle beaucoup. Donc voilà, le petit déjeuner. En plus, on était hébergé dans une guest house, une auberge tenue par une dame très grande beauté, une personne âgée qui était attentive, discrète, une cuisinière hors pair, et c'était un bonheur absolu que d'être bichonné par cette dame dans ce guest house. Dire aussi que le dessin, je me suis permis encore de faire le malin et de me mettre en scène, mais c'est aussi voilà parce que c'est cette situation qui est toujours incroyable et étonnante. Il y a même un moment donné où on voit plus qu'on dessine parce qu'ils sont là. Alors le phénomène est assez vrai partout dans beaucoup de voyages que j'ai faits. C'est qu'en général les enfants sont les premiers à être curieux. Et puis en général, il y a les parents qui arrivent et qui commencent à engueuler les enfants. Alors évidemment, j'ai dit mais non, c'est pas un problème, etc. Et puis ça se termine beaucoup par de la discussion, de l'échange. Et parfois, on m'invite et puis du coup, je déchire, je donne voilà. Mais c'est évidemment un vecteur d'étonnement et de lien parce que je pense que le dessin, c'est un truc absolument universel. Donc à Muangkwa, donc, est ce petit village en bas au bord de la rivière que vous voyez là. Ben, de là, évidemment, pendant 3-4 jours, on va se balader, on va monter sur un point de vue, on va aller dans un autre village un peu plus en arrière. Et puis, du coup, on a un peu de temps pour s'immerger à la fois dans l'ambiance et puis dans la compréhension de ce site. Donc voilà
la rue principale, beaucoup organisée quand même autour de cette économie touristique qui s'est faite là, avec une très grande tranquillité dans la mesure où il n'y a pas de route, où c'est pas accessible par la route pour l'instant, puisqu'on peut y arriver que par les pirogues et que donc ça limite très très fortement l'accès, mais ça en fait aussi évidemment toute la qualité, puisqu'on arrive par ces lieux, ce fleuve. Je dis ce fleuve parce que c'est un affluent du Mékong, mais encore une fois, il est extrêmement important. Donc, vous le voyez encore ici, on est sur ces plantations de décrue. Je vais revenir dessus le long des berges du fleuve. On a évidemment aussi une activité de pêche qui est extrêmement présente et on voit bien que ce sont les activités principales, d'ailleurs autour de la question de l'alimentation et donc des outils de l'alimentation, parce que derrière ça, il y a les métiers du bois, le petit arsenal pour faire les bateaux, etc. Donc, ce que je comprends très vite, c'est que finalement, on est dans une mécanique assez traditionnelle et assez universelle. On va voir les mêmes choses au bord du Nil, par exemple, mais dans sans doute beaucoup de pays qui sont soumis à des régimes d'eau avec des variabilités extrêmement importantes, puisqu'on est en période sèche, donc en période de décrue. Et donc, on a toute une partie de la berge qui se découvre avec un sol d'une très, très grande richesse. On a un limon extrêmement riche, très fertile. Et donc, on va avoir, pendant toute la période de sécheresse, avant que la mousson, évidemment, ne renouvelle la mécanique, on va avoir des plantations dites de décrue, qui sont un système de légumes de légumineuses, enfin tout un tas de plantes qui évidemment sont un élément essentiel contributif à l'alimentation locale. Je ne raconte pas ça non plus de façon complètement innocente, puisque vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la question des constructions de barrages pour des questions énergétiques. On va faire le lien petit à petit entre toutes ces choses-là. Et puis, bien sûr, la construction, là, c'est Muang Kwa, donc c'est là où on est arrivé avant. C'était avant Muang Noi, je ne sais pas si vous suivez, mais c'était au bout de la route. Et donc, ce bourg, mais comme la plupart des bourgs installés le long de cette rivière, ce bourg s'installe évidemment dans le respect de la mécanique crue-décrue, mousson, période sèche. Et donc, on voit bien comment l'architecture, mais plus que ça, l'urbanisme, si je peux prendre ce mot-là, c'est peut-être pas le bon mot ici, mais l'intelligence évidemment d'installation se fait simplement avec un regard extrêmement attentif à la réalité environnementale et la réalité des éléments, entre autres évidemment de l'eau qui est un élément essentiel comme partout dans le monde, mais ici on voit bien que ça conduit aussi la façon dont on s'implante. Il faut qu'on soit près de l'eau, mais il faut qu'on s'en protège. Donc toujours cette fascination évidemment pour le rapport entre l'eau et ces paysages de montagne. Et donc je l'évoquais tout à l'heure, les métiers qui derrière ça fabriquent et confortent cette mécanique économique et finalement vitale qui est il faut avoir des métiers qui permettent de transformer le bois local en construction certes, mais aussi en bateau pour pêcher, etc. Donc on voit bien qu'il y a une mécanique de fonctionnement global sociétal qui s'installe avec une économie finalement assez circulaire, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas une économie organisée autour des fonctions vitales du territoire et de la population qui y est. Et puis donc ce lieu qu'on a déjà vu, qui est ce lieu où, comme on est, et c'est pas simplement pour les touristes au départ, c'est quand même un lieu qui, je vous l'ai dit, est un lieu bourg-centre pour la nébuleuse de villages qu'il y a tout autour. Et donc effectivement, les gens viennent au marché, les gens viennent vendre leurs produits et acheter eux-mêmes un certain nombre d'éléments. Et donc on est bien sur là aussi un système de petits restaurants, etc., qui sont d'abord pour les populations locales, même si ça a été adapté pour les touristes. Et donc ce lieu des marchés. Alors quand on descend, on reviendra sur les marchés tout à l'heure, quand on descend la rivière, là aussi au début j'ai pas très bien compris ce que c'était, donc le pilote de la pirogue nous expliquait, il y a évidemment aussi toute une, alors
faut savoir que le Laos est quand même aussi un des endroits, surtout cette partie-là, mais sans doute comme en Birmanie, peut-être le sud de la Chine, quoique, je ne sais pas, Vietnam, je ne saurais dire, mais enfin là, on est sur une économie souterraine, pas si souterraine que ça d'ailleurs, de la drogue qui est assez importante, même s'il y a une surveillance qui est faite, mais enfin, ça reste un lieu de production important, encore même au niveau mondial, je crois. Et ici, dans la rivière, en l'occurrence, c'est pas ça, c'est de l'orpaillage. C'est là aussi, c'est pas très légal, mais c'est tout un système de récupération de l'or, là aussi sans aucune autorisation gouvernementale sur ces trucs-là. Mais on passe là. Et puis, donc, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Donc, c'est ces minorités, ici en l'occurrence des minorités Aka, donc AKHA, donc qui descend des villages et qui vient vendre ces produits, donc les femmes, avec ces vêtements traditionnels, puisque dans les villages, on a ce savoir-faire de tissage qui était important, là aussi avec les fibres locales et donc tout un système d'une économie locale. Alors, ça, c'est une aquarelle, c'est un dessin que j'ai fait un petit peu après en allant à Luang Prabang, où il y a un lieu qui est un musée, mais pas qu'un musée. C'est aussi un lieu où il y a toute une économie qui s'est mise en place, à la fois pour présenter la richesse de ces vêtements faits par les minorités, mais également une logique pédagogique et une logique économique, puisque c'est aussi une filière de vente pour maintenir ce savoir-faire et maintenir cette économie touristique, en disant que le tourisme bien mesuré est aussi un vrai outil de maintien des populations dans ces montagnes et de leur savoir-faire, de leur culture, dans un monde qui bascule dans d'autres logiques, mais peut-être que c'est quand même une vraie ouverture possible. Et donc, il y a un très, très, très beau musée à Luang Prabang qui présente ces tissus-là. Donc on va partir. Alors on s'est retrouvé à donc je parlais de Simon et Caroline tout à l'heure, ces deux jeunes Français, mais on va aussi avoir une jeune Australienne très jeune, hein, d'une vingtaine d'années, Hannah, d'Adélaïde, me semble-t-il, qui elle voyage pareil depuis plusieurs mois, une vingtaine d'années. Elle a quitté l'Australie et elle est en Asie. Et puis deux jeunes Espagnols qui étaient là aussi. On va se retrouver à 5-6 comme ça. Et en fait, on va essayer de trouver à Moangkwa un guide qui va nous emmener, parce que sinon c'est pas simple, ne serait-ce que pour des problèmes de langue, et qui va nous emmener marcher dans des villages et rencontrer des habitants dans les villages Camus. Alors là, en l'occurrence, pas des Aka, Camus. Et donc, on va partir 3-4 jours marcher dans ces villages-là. C'est ce que je vous propose de faire. Donc, on passe d'abord sur ce pont dont vous comprenez bien qu'il est également saisonnier, c'est-à-dire qu'en période de mousson, c'est plus possible. Donc, c'est un pont en bambou qui est construit sur la rivière et qui étaient des ponts traditionnels. Alors, je vous le montre en premier parce qu'en fait, on l'a utilisé non pas pour partir, mais quand on est revenu. Pour partir, finalement, on a utilisé ce pont beaucoup plus moderne, puisqu'on est quand même dans un pays qui se modernise, qui essaye de s'équiper. Et donc, on a des ponts suspendus avec évidemment des techniques modernes et surtout un pont qui permet aux populations des villages de se déplacer, y compris pendant la mousson, c'est-à-dire pendant le moment où les ponts en bambou finalement isolaient les populations pendant 6 mois dans leur village. Et donc ça, c'est quand même des progrès évidemment très très importants pour des populations qui devaient vivre dans des situations quand même beaucoup plus précaires avant que ces ponts soient faits. Donc on va monter de Mongkwa, enfin on était à quelques kilomètres de Mongkwa pour passer ce pont et on va monter dans la montagne pour aller dans ces villages avec le guide Munba. Encore une fois, peut-être juste comme ça, à moins de quoi, on est dans un petit resto et puis on discute comme ça avec la patronne du resto. On est 4-5, on se dit comment on va faire, etc. On dit, ben, ça serait bien qu'on trouve quelqu'un, etc. Total, la patronne en parle, voilà. Et dans la demi-heure qui suit, on a ce jeune-là, le monsieur en orange qui nous rejoint et qui dit j'ai entendu dire que, etc.
tout petit village, et donc finalement les choses se font sous cette forme-là, c'est pas très organisé. Donc on monte et puis on retrouve ce qu'on retrouve, je crois, dans beaucoup de montagnes, voilà, des greniers à grains protégés, comme vous le voyez ici, par rapport aux rongeurs ou en tout cas aux animaux qui peuvent être là. Et donc on est dans cette montée vers ces villages-là. Donc, je passe rapidement, mais enfin, globalement, je suis toujours aussi fasciné par à la fois la modestie et la simplicité de cette architecture-là, et en même temps son intelligence constructive, mais aussi de matériaux et de rusticité savante. Voilà, je regardais comment tout est fait. Voilà, c'est juste exceptionnel, exceptionnel de voilà, et du coup c'est beau. Et c'est beau parce que c'est rustique et savant. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Donc la particularité de l'alimentation dans ce secteur-là, et vous le voyez très bien sur cette photo, à la fois au premier plan, mais aussi dans les deuxième et troisième plans, c'est que on est sur des savoir-faire qui sont finalement assez différents du système, on va le voir à d'autres endroits, hein, du système de terrasse et de riz en rizière de terrasse qu'on va retrouver plutôt dans les fonds de vallée, mais qui demande évidemment une ingénierie, mais aussi un système de gestion de l'eau extrêmement complexe. Et donc, dans ces villages de montagne, on est sur du riz de montagne, finalement un système de céréales plus classique qui se fait sur brûlis. Donc ça marche aussi, évidemment, ça a une valeur écologique acceptable uniquement parce qu'on a des populations très disséminées, peu denses, et donc on est sur un système de brûlis. On va planter du riz pendant peut-être 2, 3 années, et puis on va passer un brûlis, un défrichage et un brûlis ailleurs, et puis la forêt va reprendre ses droits sur l'ancien site de riz. Donc, voilà. Et donc là, on est plutôt sur en montagne, plutôt sur de la fabrication, enfin la production de riz, de riz de montagne. Donc on va avoir ce paysage étonnant. Alors ici, évidemment, on est en plein été, on est en pleine saison sèche, pardon, en plein hiver pour nous, en pleine saison sèche. L'hiver et l'été n'ont pas beaucoup de sens là-bas, et donc évidemment, on n'est pas au moment où on a de la récolte de ce riz. Et puis on arrive dans les villages. Encore une fois, vous le voyez, avec d'ailleurs cette espèce de moment étonnant de basculement entre la construction complètement traditionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis quand même les parpaings, la tôle qui arrive, vous le voyez d'ailleurs, et c'est évidemment tout est lié, les mobylettes qui sont là aussi, et tout ça veut dire que les petits chemins de montagne qu'on a utilisés, ben aujourd'hui il y a une partie des villages qui sont desservis par des routes qui ont été créées, et donc on est dans cette adaptation, transformation par rapport évidemment à une ouverture des villages. C'est la question du progrès en route, et la question c'est jusqu'où, comment, avec quelle valeur et quels effets. Donc là, on n'est plus chez les Hakka qui étaient plus en bas, on est chez les Camus. Donc on est. Alors là, c'était un matin tôt. Vous voyez d'ailleurs, je vais revenir dessus parce que vous voyez, c'est écrit en dessous, c'est au moment du petit déjeuner. Alors évidemment, on vit au rythme du village. Ça veut dire que moi, je devais être debout à 5h ou 5h30 du matin. Donc ça, c'est un dessin fait que j'avais encore la tête dans le sac là. Et donc, voilà. Et donc, petit déjeuner, alors vous allez voir tout à l'heure, c'est une sorte de mélange de légumes, de riz et puis de jungle rat, rat de la jungle. Alors, je ne sais pas si c'était des pangolins ou l'équivalent, mais enfin non, je ne pense pas, c'était vraiment des rats de la jungle. Vous allez voir tout à l'heure l'image parce que j'ai pris ça. Et donc, je le disais, on est dans ce basculement, voilà, vous voyez qu'il y a la captation satellite qui est là, on a la mobilette, et donc on est en même temps dans cette hyper tradition qui est encore extrêmement présente, et puis ce début de modernité. Donc là, on est au pied de la maison du chef du village, à droite, où on a dormi. Donc dans ce village Camus, parce qu'il n'était pas question, donc c'est la maison du chef du village dans lequel on était reçu. Il n'était pas question de ne pas être reçu à manger chez le chef du village. On a appris qu'on était la première
les premiers occidentaux à venir depuis un an. Ils n'avaient pas vu de gens passer dans le village depuis un an, enfin, occidentaux, touristes comme nous, quoi. Donc on mange, donc on est reçu à manger. Vous le voyez, vraiment le riz gluant local, et puis des légumes, et alors là il y avait un peu de pain qui avait été ramené. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était là et voilà, qui n'était pas bon du tout. Moi je préférais bien mieux le riz qui était là. Alors il faut savoir que comme c'est peut-être un des restes de la présence française de l'Indochine, mais on trouve de la baguette, voilà, qui est pas très bonne, mais on trouve de la baguette. Voilà. Par contre, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est ça. Alors ça, c'est au petit déjeuner. Et effectivement, il y avait de la, de la citrouille qui était là, dans une espèce de soupe de citrouille avec on a demandé, il y avait une espèce de viande qui était là, et moi j'ai demandé ce que c'était. On nous a expliqué que c'est du jungle rat. Et c'était pas simple au petit déjeuner à 6 heures du matin, mais je me suis dit, Marc, il faut quand même que tu manges ça pour une fois dans ta vie pouvoir dire que tu as mangé du rat de la jungle au petit déjeuner. Et donc, ce que j'ai fait. Et puis voilà, le monsieur nous explique le piège à rats. Alors les rats sont morts, hein, et c'est juste pour nous expliquer comment ils piègent les rats. Et voilà, donc ça on l'a vu après, hein, voilà. Sinon je suis pas certain que j'aurais pris mon petit déjeuner avec le même appétit. Et donc voilà, cette famille très très grande générosité qui nous a accueillis, c'était un très très beau moment, et de partage, parce que je crois qu'ils étaient aussi curieux que nous l'étions. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment un beau moment d'échange partagé, parce que je crois vraiment que c'est dans les deux sens que ça se passait. Et je crois, en plus, j'étais avec des gens qui avaient une très très grande précaution, enfin des gens, les autres touristes qui étaient avec moi étaient des gens qui avaient une très grande précaution par rapport à leur présence dans ce lieu. Le dessin là, alors malheureusement, j'ai pas de photo. Je pensais que j'en avais, mais mes collègues m'en ont pas envoyé, parce que là, il y avait j'ai écrit, hein, des enfants qui jouaient et qui nous regardaient peindre. Et à un moment donné, j'ai sorti du papier, puis j'ai toujours quelques pinceaux, et voilà. Et il y en a 5, 6 enfants qui ont commencé à peindre. Et j'étais très étonné, parce que autant il y en a qui faisaient vraiment, qui n'avaient pas compris, parce que la peinture à l'eau, évidemment, il faut mettre de l'eau, etc. Donc il y en a, ils n'avaient pas compris. Et par contre, il y avait une petite fille incroyable, incroyable, en l'espace de 30 secondes. Elle avait compris comment il fallait faire, et vraiment, elle est partie avec, sur une feuille A4, elle est partie avec un dessin qui était honnêtement incroyablement maîtrisé par rapport à la, peut-être pas par rapport au type de dessin, mais avec ce dosage de l'eau, et je pense que c'était l'essentiel. Donc il y a Vincent, mon copain instit, là, qui me dit bientôt avec les CM2 aussi, puisqu'il m'a demandé de voir si je pouvais pas aller travailler avec ces élèves. Et donc oui, on va le faire, Vincent. Donc le matin, dans la brume, levé dans ce village avec voilà les cette où on voit finalement, hein, l'apport des ressources de la forêt à proximité, des racines séchées pour alimenter les cochons, les poules. Alors, je mets ça parce que vous allez voir la photo juste après. L'air de rien, cette photo, elle raconte aussi d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez des sacs en toile de jute ou des sacs en plastique qui sont là. Et ça, c'est aussi la modernité qui arrive avec, c'est-à-dire qu'on descend les sacs de riz pour les vendre à moins ou quoi, mais on remonte avec, alors j'ai un peu regardé, on remonte avec des engrais, on remonte avec des pesticides, on remonte avec des choses qui font qu'on va pouvoir produire peut-être un peu plus, mais à quel prix à terme pour le sol, pour la santé, etc. Et on voit que les Chinois fournissent, les Australiens aussi. Il y avait des sacs qui venaient d'Australie, il y avait des sacs qui venaient de Chine, et qui étaient des sacs avec pas mal de chimie à l'intérieur. Et puis vous le voyez ici aussi, ça c'est des panneaux solaires. Il y avait évidemment une nécessité, hein, parce qu'ils commencent à avoir les téléphones portables, etc. Et ben, il faut produire l'électricité, et on la produit avec des panneaux solaires. Donc il y a quand même aussi plein de choses qu'on peut commencer à regarder un peu différemment.
Et puis, en contrebas de ces villages, dans les parties vallées où l'eau est plus facile à capter, parce que là, je n'ai pas la maîtrise absolue hein, de tout ça, mais il me semble que les techniques d'organisation du système de terrasse, qui est très, très élaboré dans certaines parties d'Asie, ici, ne sont peut-être un petit peu moins dans ces minorités, et puis peut-être qu'on avait moins besoin, et donc c'est plutôt dans le fond de vallée dans les fonds de vallée que ce système de rizières, mais qui ne sont pas que des rizières, hein, qui sont aussi en période sèche des champs d'autres cultures, donc qui peuvent être, alors là, plutôt sur l'utilisation de la paille de riz, mais aussi, quand moi j'y étais, ça c'est des photos que j'ai prises, c'était plutôt des pois, des haricots, des légumineuses, qui là aussi participent évidemment à l'équilibre alimentaire général, puisqu'on a les cultures de décrue, les légumineuses, le riz, et puis on va le voir tout à l'heure évidemment, la richesse incroyable piscicole hein, de poissons dans les rivières. Donc on est vraiment sur un mélange tout à fait intéressant et une complémentarité intéressante du système alimentaire. Et puis, quand on repart, on passe des petites rivières ou des petits ruisseaux ou des petites rivières comme celle-là, et puis je regarde des choses qui m'intriguent, et en fait, ce sont là aussi des micro-centrales électriques qui fonctionnent hydraulique quoi, à l'eau et donc évidemment avec des fils qui vont alimenter les quelques équipements qu'il y a mais qui sont aussi des choses assez indispensables hein, et qui transforment aussi la vie des gens. Je pense en particulier à des frigos qui permettent évidemment de conserver les aliments et là aussi qui contribuent à une santé plus intéressante. Et puis dans cette rivière, on a aussi les bœufs ou les yaks qui viennent prendre le frais et peut-être, j'imagine, gérer des problèmes de parasites ou de choses comme ça. Donc en descendant de Mongkwa, je pense que c'est ça que je vous montre maintenant, en descendant le long de cette rivière, eh bien, on a à la fois la perception permanente hein, de l'apport de la rivière sur évidemment cette richesse poissonneuse. Hein, c'est des rivières extrêmement poissonneuses. Moi, j'étais assez sidéré de ce qu'on pouvait voir sur les marchés, qui était à la fois évidemment ces fruits, ces légumes et tout ce qui était là, mais aussi des poissons. J'avoue que j'étais très très impressionné en étant à quand même hors proximité de la mer et de la mer de Chine et voilà qui est de l'autre côté. J'étais très très étonné de la richesse des poissons qui évidemment vient de cette rivière et qui a un apport alimentaire de protéines qui est extrêmement important. Et voilà. Et bien sûr, vous comprenez, ça c'est ce que je suis allé bricoler sur Internet en rentrant, les impacts de la construction des barrages. Hein, pour les enfants, la dame en anglais c'est barrage. Donc toute la construction des barrages qui crée cette situation où effectivement on a une modification de l'équilibre mais vous allez le voir, qui va bien plus que simplement il n'y a plus de poissons. Quoi. Tout est lié. Alors des nouveaux riches qui arrivent dans les villages, c'est-à-dire qu'il y a des constructions, alors avec le bon goût chinois habituel et leur incapacité évidemment mais on a les mêmes choses chez nous, hein. Enfin peut-être pas exactement comme ça, mais enfin c'est décalage entre un savoir-faire constructif et puis ce qui se fait quand on a un peu beaucoup d'argent et qu'on veut le montrer. Et puis, bien sûr, construire les barrages, c'est construire des routes parce qu'il faut amener les engins. Donc, on est en train, alors que jusqu'à maintenant, c'était la rivière qui assurait les liens entre les minorités ethniques, ces systèmes de villages, de bourgs, et puis le reste du territoire. Là, il y a des routes extrêmement importantes, construites là aussi par les Chinois. Et puis, on a des ouvrages. Ici, c'est un barrage
que moi donc j'ai vu en construction 2016-2017. Je pense qu'il est terminé. Donc c'est l'ancrage du barrage sur les côtés, avec des travaux pharaoniques évidemment. Ce qu'on aperçoit, la photo est très très mauvaise. Hein. Je suis sur le bateau, donc j'essaye de piéger comme ça des indices. Mais c'est les baraquements, des baraquements type baraque de chantier chez nous, hein, sur lesquels dans lequel on va héberger les ouvriers. Et vous pensez bien que ce n'est pas les Chinois qui viennent travailler là, c'est les populations complètement déstabilisées des minorités ethniques qui finalement, pour avoir un salaire, vont travailler sur ces chantiers qui en même temps détruisent leur propre culture. Et donc vous imaginez dans quelles conditions ces gens habitent là. Et puis là aussi, la photo est très mauvaise, mais c'est évidemment l'apparition de tout ce qui va avec, parce qu'on construit d'énormes carrières qui là aussi détruisent une partie de l'environnement, sans compter que, vous allez le voir tout à l'heure, la construction de ces carrières, ces routes, en période de mousson, ont des conséquences assez terribles. Et donc on a partout, hein, quand on descend en rivière, moi j'étais très choqué par tout ça, c'est en permanence, tous les 20-30 kilomètres, on a des énormes chantiers. Donc qui se développent le long du parcours. Donc avec ces routes qui, à la fois, et vous allez vite le comprendre, permettent évidemment d'amener les engins et de construire ces barrages, mais elles permettent évidemment indirectement l'inverse, ça veut dire qu'elles permettent aussi aux populations de quitter des territoires qui ne sont plus bienveillants, qui ne sont plus résilients, qui ne sont plus résistants pour eux, puisque les barrages bloquent les systèmes de crues. Ça veut dire que toutes les cultures de décrue qui se faisaient le long des berges de la rivière ne sont plus possibles, puisque le barrage stabilise l'eau à un niveau quasiment équivalent toute l'année. Donc il n'y a plus ces possibilités-là. Il n'y a plus de poissons. Mais donc on a un vrai déséquilibre énorme. Hein, voilà. Dans l'autre sens, les routes permettent d'amener nos fameux sacs de pesticides et d'engrais de façon beaucoup plus importante, dont une partie est détournée, vous l'avez bien compris aussi, sur des productions illicites. Donc là aussi, on a une sorte de mafia qui se met en place. Et tout ça est quand même lié aussi au mode de déplacement. Et puis, évidemment, ce qui va être très très bien, c'est que ces routes permettent d'exporter, et je fais presque exprès d'utiliser un mot violent par rapport à ça, les populations, pour les ramener vers les villes comme Vientiane, dans lesquelles les Chinois construisent des zones d'activité, puisque il faut avoir en tête que le salaire moyen en Chine aujourd'hui est plutôt autour de 500-600 $. Le salaire moyen au Laos est encore de 80 à 100 $ par mois. Donc ça veut dire que les Chinois délocalisent, comme nous on peut le faire pour eux, délocalisent une partie de l'usine du monde dans ces pays-là pour exploiter des populations que par ailleurs ils chassent de chez eux et via ce système de barrage. C'est une mécanique infernale qui se met en place. Et donc, ces choses, évidemment, sont reconnues. Et quand on va, en rentrant, regarder sur Internet, on cherche ça et on voit bien qu'il y a évidemment une très très forte réaction à la fois d'ONG, mais à la fois aussi de populations locales pour essayer de résister à tout ça. Mais comment résister aux bulldozers chinois? Donc là, vous voyez, centrale hydroélectrique Namou 7, Namou 6, donc c'est pas rien. Et évidemment, en période de mousson, tous ces travaux-là créent des situations absolument catastrophiques, puisque on le fait sans véritablement attention aux réalités, de ce que les climats un peu extrêmes en matière de mousson et d'eau peuvent créer sur des infrastructures qui sont pas vraiment formatées pour tenir le coup dans ces choses-là. Et donc, quand vous cherchez, hein, moi, en rentrant, j'ai un peu cherché sur voilà, qu'est-ce qu'il y avait. Donc, vous voyez, le gouvernement a vendu le nord du Laos à la Chine, avec en plus, hein, je vous l'ai dit, là, on voit bien, un travailleur laotien asperge des banaниers de pesticides. Donc, on est en plus dans cette course à la rentabilité de ces mécaniques-là. Donc, je passe rapidement sur les articles, mais c'est des choses que vous trouverez. Voilà, EDF a été présent aussi. Hein, il faut quand même voir qu'on n'est pas complètement innocent non plus là-dedans. Les Total, EDF, etc. sont aussi
des grands groupes qui sont dans cette mécanique-là. Donc moi, j'ai découvert ça un petit peu après, j'ai recollé les morceaux et je me suis posé des questions et je me suis rendu compte que, évidemment, je n'étais pas le premier. Et voilà. Donc ces barrages-là, évidemment, créent des situations qui menacent ce qui est écrit ici, les écosystèmes alimentaires. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, peut-être dans une école d'architecture qui dépend du ministère de la Culture, c'est peut-être se dire que ces écosystèmes, c'est pas simplement de la sécurité alimentaire, c'est des cultures, c'est une culture de société et que cette culture-là, on la retrouvera jamais. Voilà. Donc on est situation. Et puis tout ça est conforté en plus par une deuxième mécanique, c'est les fameuses routes de la soie revues et corrigées 21e siècle. Donc avec, vous le voyez, cette voie qui descend sur Bangkok, mais aussi sur Singapour, et qui passera à Udom Tsai et à Luang Prabang. Et vous imaginez l'apport, la logique de développement, mais aussi d'apport d'un tourisme de masse. Si vous avez suivi un peu ce que j'ai raconté en Chine par rapport à cette question du tourisme de masse dans ces villages-là et l'effet destructeur que ça pouvait avoir. Donc voilà, là on est peut-être, on arrive sur la deuxième partie peut-être d'une autre ville assez magnifique, une petite ville magnifique qui s'appelle Luang Prabang, qui, je vous l'ai dit, hein, qui est, je pense, reconnue en Asie du Sud-Est comme étant une des plus belles villes d'Asie du Sud-Est au niveau patrimonial. Donc là, je suis sur un point haut à la ville. Donc, je m'installe, comme beaucoup dans ces pays-là, des petites auberges dans le village où il y a 3-4 chambres quasiment chez l'habitant pour des prix tout à fait acceptables. Mais c'est pas l'enjeu, c'est aussi l'idée de dire d'être en lien direct avec les habitants. Et donc, dans ces petites ruelles, peut-être dire dans un premier temps, Luang Prabang, c'est où? C'est surtout une espèce de petite péninsule. Vous allez voir tout à l'heure sur un plan, une petite péninsule qui est à la jonction du Mekong, ce fleuve absolument énorme qui est là, et puis d'un affluent d'une autre rivière qui s'appelle la Nam Khan, qui est voilà, qui est là. Et donc on est sur un espace évidemment protégé, puisqu'on a un fleuve et une rivière importante de part et d'autre de cette péninsule, et ce qui fait que la péninsule est facile à développer et à surveiller, ou en tout cas à protéger. Et donc ça va être une très ancienne capitale bouddhiste laotienne et avec, je crois, plus d'une vingtaine de monastères bouddhistes. C'est vraiment une des capitales monastiques d'Asie du Sud-Est très très importante. Donc on a un patrimoine de monastères absolument magnifique, et ça va être aussi un lieu sur lequel l'Indochine française va investir de façon importante et va en faire un lieu important de cette occupation, de ce protectorat français en Indochine. Donc vous allez voir une architecture coloniale assez remarquable qui vient s'imbriquer avec l'architecture laotienne et les monastères. Donc là aussi, mais vous le voyez, c'est un tout petit peu différent par rapport au pont flottant qu'on a vu tout à l'heure sur la Nam Ou. Ici, sur la Nam Khan, on a, parce que sur le Mekong, c'est beaucoup trop large, donc c'est des navettes bateaux. Sur la Nam Khan, on a des passerelles en bambou qui s'installent là aussi uniquement pendant la période de basse d'eau, la période sèche. Et donc on paye pas grand-chose, mais on paye un petit péage pour passer sur ces passerelles en bambou qui sont là aussi des ouvrages magnifiques, à la fois très bricolés et à la fois très savants. Encore une fois, j'aime bien cet oxymore du bricolage savant qui est assez beau, quoi. Donc on a la petite cabane, on le voit ici, la petite cabane du gardien qui fait qu'on donne quelques pièces pour traverser la rivière, et donc ça paye, j'imagine, la construction de l'ouvrage qui partira avec la mousson, et puis on reconstruira l'année d'après.
Donc on est sur une ville qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc on est évidemment, vous le savez que le français est une des langues officielles de l'UNESCO, et donc voilà, donc c'est bien parce que du coup j'ai pu aller me rentrer dans la maison du patrimoine mondial et puis discuter un petit peu avec les scientifiques, les gens qui étaient là, qui étaient des Laotiens, hein, mais qui m'ont c'est accessible, hein, on peut feuilleter les études et tout le travail qui est fait sur ce patrimoine-là. Donc, je vous l'ai dit, on a ce patrimoine de l'Indochine française. Donc, on a une très très belle architecture, très, très bien valorisée, hein. Voilà, on a ce lieu qui est, alors c'est marrant parce que finalement, dans un pays qui a été colonisé, c'est les traces de la colonie qui deviennent un élément d'attractivité, encore une fois, essentiellement pour un public et un tourisme d'abord asiatique, même si évidemment il y a un tourisme occidental qui se développe, avec là aussi très très sympa parce qu'on a toute la panoplie d'architecture depuis la fin du 19e jusque dans les années 60, aux accords d'Évian, qui vont évidemment mettre fin aux colonies françaises. Mais on voit par exemple ce bâtiment qui est typiquement une assez belle architecture des années 50-60, à côté d'autres architectures plus traditionnelles, plus anciennes. J'ai passé un peu de temps à dessiner celui-là puisque ce bâtiment date de 1960, donc c'est l'année de ma naissance, et donc évidemment j'étais évidemment tout ému de voir cette architecture qui a mon âge, et donc qui est déjà du patrimoine, ce qui m'inquiète beaucoup pour moi-même, mais c'est comme ça. Donc voilà, on a toute cette panoplie évidemment de lieux. Alors beaucoup du coup des boutiques de restaurants, de cafés plutôt très sympathiques, mais aussi toute la valorisation du patrimoine, les tissus, les vêtements, alors réinterprétés façon mode occidental. Il y a une espèce d'imbrication des savoir-faire locaux avec l'attente plus contemporaine et peut-être plus occidentale, et je trouve ça assez beau. Alors évidemment, on a un très bel hôtel qui joue le jeu des années 60 de façon extrême, hein, voilà, avec un très grand savoir-faire. Tout ça est très très chic et très beau, hein. J'étais pas là, je suis même pas allé prendre un café ou un petit déj, j'aurais pu. Et donc avec cette traction magnifique qui est assortie à la couleur des volets, et les personnels qui évidemment sont aussi dans cette logique-là. J'avoue que c'est pas ma façon de voyager, mais que ça n'est pas désagréable à l'œil, et donc je profite aussi de ce genre de choses, y compris dans la façon dont les intérieurs jouent ce jeu voilà, de la mémoire coloniale. Je l'ai dit donc, et c'est quand même ça l'essentiel et l'origine, hein, de cette ville de Luang Prabang, c'est le lieu de densité monastique, monastère très 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 fort. Donc certains se visitent officiellement, comme celui-ci, dans lequel on va avoir voilà, ce grand bonheur de se promener dans cette espèce de grande cour jardin dans lequel il y a à la fois un temple principal, mais aussi d'autres petits temples et d'autres stupas et d'autres lieux. Et c'est un lieu là aussi très calme et super agréable. Je mets Oscar et Julia sont venus discuter parce que il y avait à un moment donné deux petits enfants, un frère et une sœur qui étaient petits, qui avaient 4-5 ans. Et en fait, c'était une famille qui était française, d'expatriés à Singapour. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, voilà, de Singapour, de Kuala Lumpur, etc., qui viennent passer 2-3 jours à Luang Prabang. Et eux faisaient partie de ces gens-là qui venaient passer 3 jours pendant les vacances de Noël à Luang Prabang depuis Singapour. Et donc les deux petits-enfants, évidemment, comme toujours, s'intéressent au dessin. Et puis le petit gamin Oscar était très, très, très bavard, etc. Et du coup, il aurait bien aimé que je lui donne un dessin. Alors du coup, j'ai récupéré son mail, enfin son mail. Sa maman m'a donné leur adresse mail et je leur ai envoyé une copie du carnet.
Donc cette architecture bouddhiste, magnifique. Honnêtement, j'aurais pu mettre 50 photos, je vais pas le faire. Et puis en plus, je suis complètement naïf sur cette architecture bouddhiste. Je serais incapable de vous dire beaucoup de choses. Simplement, je la savoure. Et donc on est bien dans cette grande qualité. Vous le voyez ici, 1560, donc on est sur des bâtiments anciens. Et donc, ça veut dire que dans la ville de Kuala Lumpur, en permanence, on croise des moines et beaucoup de jeunes moines, puisqu'il y a des écoles. Donc, voilà, ces moines sont très, très présents. Et puis, les monastères sont globalement ouverts. On peut se promener. Ici, c'est un autre monastère dans lequel je suis allé, je me suis installé, et les jeunes moinillons discutent assez facilement, viennent, voilà. Donc, je sais pas si j'ai grand chose à dire, simplement que c'est des lieux de très très belle ambiance, et y passer du temps est un vrai bonheur. Et donc ça fait partie des endroits où on peut passer 4-5 jours vraiment sans s'ennuyer une minute. D'autant plus que c'est un endroit très facile à voyager, parce que pour le coup c'est touristique. Et autant dans les villages des minorités, on est, j'allais dire, sollicité parce qu'on doit être très, très attentif, voilà. Autant ici, on est dans un lieu fait pour le tourisme, enfin aujourd'hui très aménagé pour le tourisme, et donc on y est très à l'aise. Et puis troisième architecture, hein, parler de l'architecture, mais qui est peut-être la première en fait. J'ai parlé de l'architecture relativement récente, 19e, 20e, coloniale, évidemment des monastères beaucoup plus anciennes, mais aussi de l'architecture laotienne traditionnelle, classique, en bois, sur systématiquement, vous allez le voir, comme cette très très belle maison qui a été restaurée d'ailleurs avec l'aide de l'école d'Avignon, qui est une école qui travaille beaucoup sur à Avignon, hein, donc en coopération, et qui travaille beaucoup sur l'habitat traditionnel, enfin les constructions traditionnelles, la pierre sèche, les enduits, la terre. Et donc il y a eu des coopérations pour restaurer cette maison traditionnelle laotienne qui est devenue un musée, en fait une maison restaurée en musée, avec l'aide de l'UNESCO, voilà, puisqu'on est dans cette partie protégée du territoire. Là aussi, une très très belle maison. Alors assez traditionnelle, on le voit aussi, puisque une grande partie de ces maisons traditionnelles laotiennes étaient finalement construites sur pilotis, ce qui avait plein d'avantages à la fois pour la question évidemment des périodes de mousson, mais aussi pour la protection vis-à-vis de la chaleur, vis-à-vis de la pluie, etc., pour toutes les activités nécessaires. Donc vous avez ce plan qui permet de très bien comprendre la situation. Alors, je suis un peu désolé parce que du coup, je ne vois pas très bien mon écran, parce que sur la partie droite de mon écran, j'ai les chats et ma petite vignette à moi. Mais bon, vous voyez la partie centrale de la protection UNESCO. Donc, c'est vraiment l'origine de la commune de la petite ville le long du Mekong et de la Nam Khan qui arrive ici. Et donc la partie la plus ancienne, évidemment, est là. Toutes les parties orange sont des monastères bouddhistes, et puis le jaune, c'est voilà, la partie plus générale du patrimoine classique d'habitat qui est là. Et puis, vous allez voir, et c'est pour ça que j'ai mis cette carte aussi, il y a une protection supplémentaire qui est faite dans le patrimoine UNESCO, c'est les éléments verts qui sont là. Et je me suis intéressé à ce que c'était. À la fois, vous avez les petits éléments de marque qui sont là et qui sont inscrits dans ces systèmes verts qui sont là. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que l'UNESCO ait reconnu ce système. C'est qu'à la fois le patrimoine, c'est à la fois le bâti, c'est à la fois l'architecture, mais c'est aussi un certain nombre d'espaces qu'on va retrouver sur cette carte également du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pour les architectes,
PSMV, ça vous dit quelque chose, c'est exactement comme dans nos secteurs protégés dans la législation française, hein, mise en place par Malraux dans les années 60. On est vraiment sur les mêmes outils. C'est vraiment la mécanique française qui a été finalement un peu à l'origine des outils de l'UNESCO. Et on retrouve ici, vous voyez, les systèmes de paysagers avec les mares qui sont dedans. Et en fait, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'UNESCO protège également, et là on est bien dans un écosystème, des systèmes de mares qui ont pour vocation de gérer la question, encore une fois, du climat particulier et à un moment donné de l'eau qui peut monter. Et donc à un moment donné, c'est des systèmes qui permettent de gérer et de maintenir globalement la péninsule de Luang Prabang habitable, même en cas d'eau. Donc c'est des systèmes de récupération d'eau et de stockage de l'eau quand il y en a trop. Et évidemment, c'est évidemment aussi des lieux qui sont des lieux de pisciculture et puis de jardins, etc., au cœur même de la ville. Ça veut dire que la logique de la ville productive, elle est également complètement intégrée. Donc on intègre la question du risque en même temps que la question de la plus-value de valeur en termes de production. C'est d'une modernité incroyable. Ça veut dire que c'est exactement les questions qu'on se pose par rapport aux villes et par rapport à nos territoires aujourd'hui, qui là sont simplement un héritage d'une intelligence locale qui prend en compte le contexte et l'environnement. C'est limpide, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a rien à inventer en matière d'aménagement du territoire, il faut juste observer les endroits où cette intelligence s'est traduite dans les paysages. Donc des marchés extrêmement riches, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on va le retrouver tout à l'heure, mais les plats, alors je suis en train, les bols, voilà, les bols à offrande, puisque les moines vivent de la générosité des habitants, et donc il y a les moines ne gagnent pas d'argent en tant que tels, et donc c'est simplement les habitants qui permettent à ces moines d'être là et de travailler pour le salut collectif, et de prier pour le salut collectif. Et donc il y a ces éléments qui sont là. Un palais extrêmement important qui appartient au roi en place. Je l'ai pris pas tellement, bon, c'est un très bel objet architectural hein, qui est posé dans ce paysage-là, mais je l'ai pris à cause de ça. C'est-à-dire que c'est le poids du tourisme, et vous allez voir pourquoi je raconte ça à Luang Prabang. Le poids du tourisme, évidemment, qui est, je pense qu'on est à la limite de la rupture dans une ville comme Luang Prabang, mais comme dans beaucoup d'endroits chez nous, hein, je pense que le Mont-Saint-Michel ou Versailles sont évidemment très loin déjà dans la rupture et ça pose plein de questions. Là, Luang Prabang est à la limite de la rupture. Il y a une pression touristique alors qui est plutôt amusante quand on la voit comme ça. Vous allez voir que ça a des impacts importants. Donc moi, je suis évidemment plutôt... Alors, c'est à la fois presque de la résistance que je fais, mais c'est vrai que le dessin, et c'est aussi pour dire non, je n'appartiens pas à cette mécanique-là, alors que bien sûr que j'y appartiens aussi, et bien sûr que je fais partie de cette pression touristique qui est à la fois intéressante et souhaitée, et en même temps, évidemment, qui peut être très déstabilisante. Donc, c'est ce positionnement toujours difficile. Les moines sont très présents. Je quitte pas la logique touristique, hein, vous allez voir. Et donc, ces moines qui sont là, et je vous l'ai dit, qui vivent finalement alors la photo est très mauvaise parce qu'il est 6 heures du matin ou 5h30, 6 heures du matin, et que je suis un assez mauvais photographe. Voilà, donc moi je suis plutôt un photographe voilà, de témoignages comme ça, mais pas artistiques. Simplement, vous le voyez, ils sont avec leur bol d'offrande et ils passent dans les rues tous les matins à 5h30 ou 6h au lever du soleil. Les jeunes moines ou les moines viennent et les habitants distribuent et leur donnent à manger. Vous voyez ce panneau qu'on voit dans quasiment tous les commerces, voilà, en laotien, en chinois, en français, en anglais. Aidez-nous à respecter la cérémonie d'offrande aux moines, c'est une catastrophe. Moi, évidemment, je me suis levé à 5h du matin, j'ai quasiment pas de photos de ça, mais c'est la honte absolue. Regardez sur la photo en haut à gauche
que j'ai récupérées sur Internet, hein, c'est pas moi qui l'ai prise. Les populations et les habitants et les Laotiens ne regardent pas les moines, ont les yeux baissés, donnent plutôt, vous le voyez sur les plats, c'est plutôt du riz, c'est plutôt de l'alimentation classique. Et aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique catastrophique. J'ai juste cette photo-là, j'en ai quasiment pas d'autres, mais il y a des endroits, c'est horrible, mais j'ai pas pu prendre de photos tellement pour moi c'était déstabilisant. Mais vous avez une pression incroyable des gens qui sont là pour faire des photos, pour faire du souvenir, qui donnent n'importe quoi aux moines, qui leur donnent de la junk food, qui leur donnent des, des du chocolat et des je sais pas quoi et des bonbons mais vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Et j'ai même vu des touristes qui n'étaient pas occidentaux pour le coup, qui devaient être chinois, mais ça aurait pu être des occidentaux, qui faisaient des selfies, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à côté du moine et pour se faire un selfie à côté du moine pour mettre sur Facebook ou pour mettre sur je sais pas quoi. C'est absolument désastreux et moi ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Donc voilà, je suis désolé, je vais terminer là-dessus pour Luang Prabang avant de revenir sur Vientiane et de terminer le voyage. Et donc, j'ai pris un petit déjeuner après ça et j'ai essayé de me replonger dans la vie de Luang Prabang euh, pour, euh, pour son quotidien, pour voilà, les bruits des, des, des tuk-tuk là, qui passent. Et puis, quand même, je suis allé un peu à l'extérieur de la ville historique, mais en traversant finalement des secteurs de marché, etc. Je suis allé voir un lieu où finalement je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est évidemment un peu chicos, et finalement je trouve ça quand même très intéressant. C'est réinterpréter et remonter des mécaniques touristiques à partir des savoir-faire locaux sur le tissage, sur les fils. Et donc là, on a des femmes essentiellement qui travaillent sur des métiers à tisser et qui finalement transforment les savoir-faire incroyables hein, qu'ils ont dans les montagnes, mais qui en font évidemment des tissus de qualité qui vont pouvoir être vendus aux touristes. Et là, c'est un tourisme, je trouve, extrêmement intelligent qui s'appuie sur les savoir-faire, qui maintiennent ces savoir-faire. Et c'est évidemment des endroits, là c'est au bord du Mékong, c'est un lieu très beau et où on peut également déjeuner. Et en plus, il y a évidemment un effet pédagogique très important puisque vous voyez qu'on fait le lien entre les teintes la façon dont on traite ces tissus à partir des plantes locales, plantes traditionnelles, qui permettent à un moment donné de montrer que tout ça, évidemment, se fait de façon naturelle de A à Z. Et ça marche. Alors évidemment, c'est encore une fois un peu élitiste, c'est un peu voilà, mais pour moi, c'est un tourisme qui, pour moi, a du sens parce qu'on comprend les choses. Et puis donc, avant de quitter Luang Prabang, je suis allé me prendre un shake à l'ananas en fin de journée dans un très belle petite terrasse de café comme ça à la confluence du Mékong et c'était un lieu très sympa. Et puis je vous le dis, toujours ces rencontres liées au dessin, une famille de Kuala Lumpur, ce sont des Malais et lui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui fait des qui publie, hein, qui fait des bandes dessinées, des choses comme ça, et qui était en voyage, qui m'a vu dessiner. Donc, on a commencé à discuter, et puis du coup, on est allé déjeuner ensemble après. Et il a absolument voulu faire la photo. Donc, c'est sa femme qui prend la photo, et là, il y a ses deux enfants qui sont là. Et voilà. Et c'est des moments toujours très, très sympathiques. Retour à Vientiane, et puis on va se quitter là. Donc, toujours dans cette ville qui, à l'époque, alors je pense que 3-4 ans, ça peut aller très, très vite. Hein. Je pense qu'il y a des villes qui vont basculer très vite, et vous allez le voir pourquoi. Dans cette sous-préfecture française des années 60, on va dire ça comme ça, en matière d'ambiance. Et donc avec cette partie, évidemment, où on reconnaît très très bien, hein, comme la concession française à Shanghai qu'on a vu la semaine dernière, cet urbanisme à la française, hein, de grandes plantations d'arbres, de grandes avenues avec des belles propriétés, etc. Et puis des marchés, je vais passer juste un petit peu de temps, des marchés traditionnels qui sont là, qu'on retrouve encore de façon importante, hein, avec finalement tous ces produits qui sont là. Je ne sais pas exactement d'où viennent et s'il y a des risques sur cette alimentation. On le voit quand même, évidemment, la mécanique plastique
que dire, quoi. Je veux dire, bon, ça, vous voyez bien où tout ça peut être fabriqué. Et donc, c'est cette banalisation absolue, en se souvenant quand même que dans les villages, c'est ça qu'on voyait pour faire la même chose. Hein. C'est-à-dire, alors, vous allez me dire, il est rigolo, il est gentil, avec voilà. Vous savez tous à quel point cette question du plastique pose question, et peut-être que sans revenir évidemment à ça, et peut-être qu'il y a des systèmes de filières et de ressources et de matériaux qui peuvent être peut-être un peu moins pénalisants. Et puis la réalité, évidemment, c'est que Vientiane se développe, et ça veut dire que les marchés sont en train de disparaître au bénéfice de ce genre de choses. Ça veut dire que ça, c'est un mall à l'américaine. Ça veut dire que c'est ce qu'on trouve depuis Sao Paulo, Miami, très certainement une partie des grandes capitales asiatiques, et puis évidemment chez nous aussi sous d'autres formes d'hypermarchés avec leurs galeries marchandes. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que vous avez vu tout à l'heure les marchés avec les parasols, etc. Bah, tout ça maintenant c'est là-dedans. Au premier plan, c'est un gros pick-up 4x4. Des grandes avenues sur lesquelles, en tant que piéton, c'est de plus en plus compliqué de traverser, de passer, etc. Et tout ça, évidemment, est climatisé, puisqu'on est dans des logiques d'aération très compliquées et des chaleurs énormes en période de mousson humide. Et donc, tout ça fonctionne avec un grand renfort d'énergie. Et puis, donc, pour terminer, je voulais aller voir ce lieu qui est un lieu d'exposition finalement de cette question, le COP, là, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire en anglais, mais c'est un lieu qui présente ce que j'ai expliqué tout à l'heure très très rapidement sur les bombes qui étaient mises en scène à Muang Noi. Mais finalement, vous le voyez, sur les parties rouges sont les parties les plus bombardées, donc ce qui n'est pas le lieu où moi j'ai pu aller sur la partie nord, et puis Luang Prabang qui est plutôt par ici, Vientiane est plutôt là, mais on a cette culpabilité, je pense, quand même américaine, qui fait que Obama s'était énormément investi sur l'aide aux familles et aux pays pour pallier, je vous l'ai dit, hein, moi ce que j'ai appris en étant là-bas, entre 2000 et 3000 enfants essentiellement, parce que ce sont beaucoup des enfants qui vont sans faire attention dans les champs ou les forêts, etc., qui sont encore pas déminés, et donc qui malheureusement subissent des effets absolument terribles. Et donc les États-Unis, et encore une fois, je ne suis pas persuadé que l'administration américaine actuelle continue, aide fortement, évidemment, en ayant conscience de leurs responsabilités dans cette affaire-là. Et en allant dans ce COP, là, donc ce lieu d'exposition qui est lié à un hôpital d'ailleurs, j'ai pris des grands boulevards dans lesquels les touristes, à mon avis, se baladent assez peu, et je me suis rendu compte de la modernité de Vientiane. Et vous le voyez, ce sont des panneaux en chinois qui sont là, donc c'est de l'investissement chinois. World Trade Center, c'est-à-dire qu'on est en train d'amener la modernité, je vous l'ai dit, hein, la grande chance qu'on a, c'est comme on est en train de détruire les systèmes culturels des minorités ethniques, et bien, ça veut dire que ces gens-là, ils se rapatrient dans les villes pour travailler à bas prix dans des zones d'activité minables de l'extérieur de la ville. Et puis à l'intérieur, il y a des gens qui en profitent, qui ont une richesse. Et la vision de la modernité portée par, encore une fois, le gouvernement chinois, qui est en lien très fort avec le gouvernement de la République démocratique populaire du Laos, a cette vision du développement qui peut-être sera réinterrogée après la pandémie qu'on est en train de vivre, mais pas certainement. Et donc c'est certainement voilà, ce qui fait que je pense que j'ai eu dans mes 30 ans de voyage là, et donc mes carnets de voyage dont je m'étais proposé d'en partager quelques-uns avec vous, cette recherche frénétique, hein, de comprendre où il y avait des systèmes résistants et subsistants magiques qui étaient des lieux d'apprentissage je pense, hein, d'une intelligence territoriale
à explorer pour savoir comment nous, on pouvait peut-être réinterpréter ça dans les lieux où on est. Voilà. Et encore une fois, c'est ma dernière image, je crois. Ouais, non, pas tout à fait. Voilà. Et donc voilà, les nouveaux riches, les nouveaux centres commerciaux, vous voyez la villa nouveau riche en construction, et puis les travailleurs laotiens qui eux sont évidemment dans des logiques un peu différentes, donc avec des déséquilibres et euh, euh, des inégalités qui sont inacceptables, mais qui sont celles que l'on vit et qui nous sautent à la figure encore plus aujourd'hui par ces moments de confinement. Donc voilà, la question qui est la mienne en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'enseignant dans une école d'architecture avec des jeunes générations qui vont devoir, eux, penser le monde d'après ou continuer à penser le monde d'après, s'il doit y avoir un monde d'après. Il me semble que ces voyages-là, en tout cas pour moi, font partie de mon corpus encore une fois, de mode de pensée. Ça contribue à fabriquer ma pensée d'enseignant. Et je suis convaincu et j'espère que les enfants qui nous écoutent là, de la classe de Vincent, puis peut-être d'autres, je ne sais pas, en retiennent aussi un certain nombre de choses parce que je pense que cette intelligence toute simple, enfin très complexe, mais en même temps toute simple, elle est fondamentale pour contribuer au monde de demain qui devrait sans doute essayer de se rapprocher de ces valeurs-là. Et on va être optimiste, on va dire qu'on va y arriver. Merci à vous. Ah oui, si, je termine quand même avec ça, parce que ça c'est important. Alors oui, les Laotiens ont oublié leur beau peignang, je ne sais pas comment on dit, un art de vivre sans agitation ni vain désir. Oh, c'est d'une modernité cette phrase, incroyable. Les Laotiens ont oublié un art de vivre sans agitation ni vain désir. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train d'essayer là, est-ce que c'est pas des choses sur lesquelles on doit travailler, voilà. Et puis je termine là-dessus parce que une des raisons pour lesquelles je suis allé au nord du Laos et rencontrer ces minorités en terre Akha ou Kamu, c'est aussi parce que vous en avez deux exemplaires à gauche là, Anthony et puis son nom m'échappe, il est savoyard, qui sont deux anciens étudiants qui ont travaillé pendant 3-4 ans après leur diplôme d'architecte, et puis ils sont revenus à l'école pour faire ce qu'on appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Donc, ils sont revenus pendant 1 an à l'école pour pouvoir avoir le droit d'exercer en nom propre, c'est ce qu'on appelle comme ça, pouvoir s'installer. Et en fait, ils ont décidé à 3-4 potes, ils ont décidé de démissionner de leur boulot. Ils sont partis et pendant 6 mois, comme Caroline et Simon dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont partis depuis le nord de l'Inde, du Ladakh-Zanskar, et puis ils ont traversé une grande partie de l'Asie pour atterrir finalement au Vietnam, à Ho Chi Minh. Anthony a d'ailleurs travaillé quelques mois après à Ho Chi Minh. Et Anthony, avec qui j'ai encore des échanges très, très souvent directs, Anthony m'a dit, Marc, si tu vas au Laos, il faut absolument que tu ailles là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, Muang Kwa, Muang Noi, Phong Sali, plus au nord, etc. Et donc, c'est un peu grâce à eux que j'y suis allé. Et donc, c'est un petit clin d'œil que je mets ça. Et puis, juste, vous avez dessous le lien, les diptinem.wordpress.com. Pourquoi les diptinem? Parce qu'ils étaient 4 à être partis ensemble, mais ils ont des copains ou des copines à eux qui les ont rejoints pendant 1 mois, pendant 2 mois, ils étaient 10. Et donc, ils ont fait ce blog, il est encore en ligne, allez le voir. Franchement, d'abord Anthony prend des photos extraordinairement belles, et puis il y a plein de remarques, plein de textes sur ce parcours étonnant de dizaines de jeunes, enfin 4 jeunes, et puis d'autres parcourant le monde et se posant plein de questions sur l'avenir. Et je peux vous dire, mais ça ferait l'occasion d'une discussion, je peux vous dire que ces 6 mois ou 8 mois de voyage de jeunes de 23, 24 ans ou 25 ans a marqué très fortement, dans plein de domaines différents, mais a marqué très, très fortement leur carrière professionnelle. Et ce sont des jeunes qui exercent leur métier de façon très
engagés et que ce voyage-là les a fortement marqués. Voilà. Et ils ne sont pas partis 15 jours, ils sont partis 6, 8 mois et j'ai une jalousie épouvantable parce que je pense que c'est des expériences fabuleuses. Donc allez voir ce et puis juste peut-être pour informer, parce que je vois que Estelle est avec nous. Estelle est chargée de la com et des relations extérieures à l'école d'architecture. Donc sur le site de l'école d'architecture, vous aurez des liens Internet pour éventuellement revoir les 3 parcours que j'ai proposés, en prendre des parties ou du coup récupérer les montages si vous le souhaitez. Voilà. Merci à vous et puis bonne suite de confinement et de déconfinement et de suite. Au revoir.